Bonjour à tous, bonjour Maya. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Donc, bienvenue à tout le monde qui nous rejoigne sur toutes les plateformes. On est parti pour une petite heure de discussion autour du rôle de Data Product Manager et un peu plus avec le background que tu vas nous expliquer. Donc, avant qu'on démarre, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je les vois et donc je peux les prendre au fur et à mesure. Comme ça, on peut suivre le fil de la discussion. Et puis c'est parti. Maya, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux déjà succinctement te présenter avant qu'on rentre dans le détail? Du coup, moi, c'est Maya. Je suis Data Product Manager chez The Fork, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, une application de réservation de restaurants en ligne. Yes. Ça fait combien de temps que tu es chez The Fork? Ça va faire un peu plus de 2 ans. En mars, j'ai passé les 2 ans, donc 2 ans et quelques mois. Merveilleux. Alors, du coup, aujourd'hui, on a pas mal de sujets à aborder, notamment parce que tu as certaines spécificités par rapport à ton parcours et ton rôle chez The Fork. Une première chose qui est liée à ton background, ton métier initial avant de plonger dans la data et le produit. Et au sein de The Fork, ton rôle de Data Product Manager et qui se positionne. Tu as démarré dans l'équipe data, maintenant dans l'équipe produit. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée que tu nous donnes ton retour d'expérience, ton feeling en termes d'orga et de qu'est-ce que ça a comme avantage inconvénient. Du coup, si je démarre directement en plus sur tes premières années, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce fameux rôle de Data Product Manager et quel background sont nécessaires, comment est-ce qu'on le devient, etc. Donc on va faire un petit peu d'archéologie, enfin peut-être pas si loin que ça, mais sur comment est-ce que tu es arrivé étape par étape à ce niveau-là, sachant que à la base tu n'étais ni dans la data ni dans le produit. Absolument pas, tu as très bien noté. Et si je rentre encore un peu plus loin, moi j'ai toujours voulu être cardiologue pédiatre. C'est tout ça à tombe fait. Bien. C'est tout à fait ce que je fais aujourd'hui, des opérations à corps ouvert chez The Fork. Pas du tout. Disclaimer, je ne fais pas du tout ça. N'appelez pas la police. Non, mais j'aime bien raconter cette anecdote parce qu'en fait, je pense que mon parcours c'est un peu un cheminement pas au hasard, mais un cheminement qui a un fil rouge et que je vous dirai au fur et à mesure. Mais j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce en sortie de bac, assez généraliste au début. Et ce qui m'a orienté dans on va dire, mon choix de spécialisation, c'était mon premier stage. J'ai fait un premier stage en conseil en strat à l'étranger, à Doha. Et à l'époque, mon premier petit pas dans le conseil, stage de 2e année, donc pas non plus très compliqué. Et en fait, en rentrant pour finir mon M1, en fait, j'ai procédé un peu par élimination. Tu as très bien dit, on va faire un peu d'archéologie, mais pas trop. Mais même à mon époque, donc c'est-à-dire il y a quelques années maintenant, on ne proposait pas encore de spécialisation data, on n'en parlait pas autant en tout cas en école de commerce. C'était déjà un peu le cas côté école d'Angers, parce qu'on commençait un peu à parler des rôles de data scientist, des rôles de dev qui sont un peu plus techniques. Mais ce rôle-là que j'ai aujourd'hui ou que quand j'ai commencé à travailler aussi n'existait pas en tant que tel, ou en tout cas on ne le nommait pas. Pas comme ça, donc on ne cherchait pas forcément des gens sur ce créneau-là. Mais donc je procédais par élimination. Je n'aimais pas forcément le marketing, je n'étais pas très attirée par la supply chain. Mon M1 en finance m'a juste prouvé que j'aime un tout petit peu les maths, mais continuer une carrière là-dedans, c'était pas trop mon truc. Et en fait, je me suis dit, on m'a toujours fait la remarque que j'avais une certaine aisance dans mes relations, dans la communication de manière globale. Et je me suis dit, RH, ça tombe bien, on y va. Donc je suis un peu tombée dans les RH un peu par hasard. Et j'ai commencé mes premiers pas, et mon premier métier, ça a été d'être recruteuse. Et c'est comme ça que j'ai aussi un petit peu atterri par hasard chez Compte-Métrie, qui était du coup, à l'époque, ce qui m'avait beaucoup attiré, c'était la tech, le côté data. C'était un des premiers cabinets de conseil qui était vraiment spécialisé sur des problématiques d'intelligence artificielle. Et puis si on se resitue à cette époque-là, c'était le démarrage de cette entreprise et de manière générale, le démarrage de la hype data science au final. Exactement, ils étaient une quarantaine quand je suis arrivée, et pour la petite particularité, c'était une quarantaine au total, avec une grosse concentration de data scientists quand même. Donc je suis un peu arrivée là-dedans et on était 2 à l'équipe RH à ce moment-là, donc moi et Marine, la RRH, pardon. Et donc je démarre sur la problématique de recrutement et de marque employeur. Petite anecdote qui a son importance pour la suite. À l'époque, qui dit petit cabinet dit aussi pas forcément beaucoup de moyens pour les fonctions de support.
on était sur les prémices de chercher un ATS et surtout on faisait du coup notre reporting à du coup Marine sur des post-it. On comptait un peu le nombre de mails qu'on envoyait à la main pour pouvoir établir un peu notre funnel de recrutement et savoir un peu c'était quoi nos perfs sur un mois donné. Puis moi je me suis dit dommage quand même, on est une boîte qui bosse dans la data a priori qui fait aussi des algos pour des clients. Data post-it driven. Exactement. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-dedans. Mais ça je n'apprends rien à personne je pense, le métier de RH ou en tout cas les compétences RH ça n'a jamais vraiment été très attrayant pour plein de gens. Et du coup quand on a un peu pitché ça aux consultants, c'était un peu en mode ouais. C'est pas des modèles de forecast exactement. C'est pas des forecasts très compliqués, donc non. Et du coup, je me suis dit, ok, go. Je me suis un peu formée sur le tas, à apprendre à coder. En Python du coup à l'époque et en fait ma problématique était simple, j'exagère un peu mais moi ce que je voulais c'est quelque chose qui allait lire mes mails à ma place et m'éviter de remplir mon post-it à la fin du mois et on l'a fait comme ça, on a codé j'ai codé un petit algo de scrapping du coup qui allait lire nos mails à Victor et moi et Marine pour du coup nous sortir combien de mails on avait envoyés par étape du coup d'entretien, de la prise de contact jusqu'à l'entretien. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ce qui m'éclatait, c'était pas tant de faire passer des entretiens techniques avec les consultants, d'être dans cette vibe-là, mais plutôt de m'être creusé la tête pour en arriver à une solution. Et du coup, j'ai un peu pitché l'idée à Compte-Métrique en me disant, est-ce que je peux changer de job? Et ils m'ont regardé d'abord en me disant, non, personne ne fait ça. Pas sur les mêmes c'est comment sujets. vendre à un client en fait. Et en fait, je pense que le fait d'avoir un peu tenté des trucs sur mon temps perso, donc j'avais quand même, c'est pas un projet très compliqué, mais quelque chose à montrer. Et puis à l'époque, on était sur les prémices du métier de data consultant et on cherchait un peu ce triptyque de compétences-là, vulgariser à des personnes qui ne viennent pas du métier des choses qui étaient a priori complexes pour qu'ils puissent les adopter eux de leur côté. Okay. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc du coup, tu as démarré vraiment dans l'équipe RH plutôt sur la partie recrutement et il y avait un métier qui se structurait chez Compte-Métrique que tu appelles data consultant. Que j'appelle data consultant. Et tu peux expliquer, parce que c'est un peu vague. C'est toujours très vague. Enfin, je pense qu'à l'époque, il y avait déjà quelques personnes quand je suis arrivée qui faisaient ce métier-là sans qu'on les appelle vraiment comme ça. Ouais. Mais du coup, c'était... j'exagère exprès sur l'exemple, mais c'était des gens qui étaient qu'on n'appelait pas des data scientists, qui n'étaient pas data engineers non plus à l'époque, et du coup c'était les gens qu'on envoyait du coup en début de mission pour un peu soit on est dans des contextes où les clients sont très matures sur la donnée, donc cadrer les cas d'usage et les délivrer derrière, soit c'est des personnes où on arrivait dans un contexte de client qui dit j'ai plein de data, qu'est-ce que je peux faire avec? Du coup c'était plutôt cette compétence-là qui allait, ou ces personnes-là qui allaient du coup aller regarder un peu ce qu'on avait comme en termes de dispo de données. On demande quand même une culture un peu en data IA parce que tu peux pas pitcher un modèle à ton client qui n'est pas faisable. Et du coup, après, essayer de délivrer le projet derrière. Et puis, il y a une casquette qui existe toujours aujourd'hui et je dirais qui est aussi importante côté data PM. C'est vraiment cette casquette que du coup, une fois que tu as développé ton modèle, tu as géré tes équipes un peu tech, comment tu fais en sorte qu'un projet réussisse? C'est pas si le client a déboursé X millions pour au final garder ton modèle dans un placard. Donc toute cette partie change, conduite de changement, acculturation data aussi, pour faire comprendre déjà la data qui reste quand même un truc assez nouveau et l'IA de manière globale à nos clients. Ouais, donc finalement, c'est presque un petit peu sur certaines activités les prémices de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un product manager data. Exactement. En tout cas, il y a des parties un peu d'idéation, des parties plus de post-mise en production, qu'est-ce qui se passe, etc. Ok, il y a quand même j'imagine que si initialement tu as dit je sais pas trop, c'est qu'il y a un gap par rapport à ton quotidien de recruteuse. Et même si tu t'étais formé sur le code, etc., il y a des méthodos, des frameworks, de manière générale une culture data à aller chercher parce que, encore une fois, on était sur un domaine assez jeune, même pour les différents clients. Donc, comment tu as franchi ce cap? Peut-être par quoi tu as commencé en termes de typologie de mission? Alors, ma toute première mission, et ce n'était pas une demande, parce que j'ai repris la place de quelqu'un, du coup, que la communauté connaît peut-être, qui est Charlotte Ledoux. Donc qui est toujours très experte sur son sujet, qui était du coup une première mission autour de la data gouvernance.
Sujet qui, à l'époque, n'était pas très attrayant, ne l'est pas toujours je sais pas sûr. Voilà. Charlotte tente de plus en plus. Exactement, elle y arrive bien. Mais du coup, déjà, il y avait, tu l'as très bien noté, il y avait déjà ce premier truc qui était quand même un peu ce syndrome de l'imposteur quand même, parce que dans mon quotidien, j'étais quand même entourée par des gens qui étaient brillants, qui ont fait des écoles d'ingé, des spécialisations là-dedans. Moi, pas trop. Puis reprendre la suite de quelqu'un qui est quand même un petit peu expert sur son domaine, c'était pas facile. Mais en fait, et c'est là où je vais mettre en avant quelque chose qui va peut-être faire criser des gens. Je pense que les hard skills, on les apprend. J'avais déjà en avance que sur les premières compétences qu'on allait me demander, ça allait de creuser des sujets de data governance. Très bien, du coup. En l'occurrence, la première mission que j'ai faite, c'était un déploiement d'outils Collibra. Collibra propose des parcours de formation qui sont jusqu'à un certain niveau gratuites et dispo sur leur portail. Donc j'ai un peu pris le sujet comme ça par la main. Beaucoup de discussions avec Charlotte en amont pour faire la passation, bien sûr. Et puis beaucoup de veille. En fait, une fois qu'on a... Et ça, c'est vrai pour le métier de PM ou de consultant, il y a une méthode qui est à apprendre, mener des ateliers. Il y a des méthodes à respecter. Cartographier de la donnée, on ne va pas réinventer la roue. Dérouler des cas d'usage. Dans les typologies de cas d'usage, on trouve toujours à peu près la même chose. Sur le déploiement d'outils de gouvernance de la donnée, c'est à peu près toujours une phase de cadrage, une phase d'identification des données qu'on a à dispo. Est-ce qu'on veut un data catalogue? Est-ce qu'on veut aller plus loin que ça? Est-ce que, pareil, est-ce que l'entreprise est mature aujourd'hui pour lui parler directement de data catalogue, ou est-ce qu'on ne commencerait pas par déjà quelque chose de plus simple? Il y a aussi des process à mettre en place, mais ça, c'est, je dirais, un peu le cadrage d'une mission classique. En revanche, il y a un truc qu'on ne nous apprend pas en école, et je pense que c'est ce qui fait toujours la différence aujourd'hui sur des profils juniors, en tout cas sur le démarrage du marché du travail, avant qu'on se spécialise, c'est les soft skills. Sur le métier de consultant à l'époque, ce qui était important, c'est un peu ce que moi j'appelle de l'écoute active, c'est-à-dire que déjà écouter pour pas répondre dans un premier temps, et puis surtout éviter d'arriver avec cette posture de je suis consultant, je sais tout, moi je vais dérouler Collibra en 3 semaines et ça va être super. Non. C'est pas évident, en vrai c'est pas évident parce que c'est pas des choses qu'on nous apprend, il n'y a pas un cours qui s'intitule Soft Skills à l'école. En revanche, tu as des cours aujourd'hui à apprendre à faire de la gouvernance de la donnée, de la data analyse, qu'est-ce que le machine learning, tout ça c'est des trucs que tu peux apprendre. Donc ça c'était un truc qui a beaucoup aidé, et c'est là où je jette pas totalement à la poubelle ce que j'ai pu faire en ressources humaines, parce qu'en fait on développe ce genre de compétences d'empathie, d'écoute, de compréhension aussi, de se mettre à la place de son client, c'est pas facile. Et c'est sûr que la mission sur laquelle je démarrais, c'était à la fois, du coup, en termes de business, pas un contexte facile, c'est de la construction auto. Perso, je n'avais jamais bossé dans l'industrie automobile avant, donc il y avait déjà un peu comme ça comme contexte. Et en plus de ça, un contexte pas facile, parce qu'on était sur le déploiement d'un programme de gouvernance de la donnée niveau groupe, donc niveau pas qu'en France. Donc il y avait aussi quand même ce... Il y a de l'enjeu politique, l'enjeu et donc business, dans le qui dit enjeu politique, dit beaucoup plus capacité d'écoute que et après, ça c'est sur le début de la mission, ce qui est pas du tout vrai sur le reste des missions, bien évidemment. Donc y a eu ça. Donc vraiment, je pense un package de soft skills à ne pas négliger comme au début. Et c'est ce qui, selon moi, fait vraiment la différence aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que j'imagine, encore une fois, on est sur ce moment un peu hype data science. Donc toi, dans ton quotidien, dans l'équipe RH, t'es au téléphone avec pas mal de potentiels candidats qui ont un peu le melon de « je suis sur le métier le plus sexy du 21e siècle, donc écoute-moi ». Je caricature, mais il y a tout. Mais du coup, tu as dû vraiment développer ces skills d'écoute, de reformulation, de juste pas parler à la place de la personne et vraiment être capable de bien comprendre et de vulgariser aussi beaucoup, parce que tu l'as très bien noté, et je pense que c'est un peu resté au début, là je l'ai un peu moins, mais en fait tu es souvent face à des personnes, en tout cas quand tu es en posture de recrutement, ou même des fois quand tu démarres, face à des personnes qui sont experts sur leur sujet. Donc comment tu fais pour... parce que tu es aussi, quand tu es RH, tu es un peu en posture d'évaluation, donc c'est pas à toi de faire des tests techniques. C'est pas juste à vendre l'entreprise. Donc faut quand même savoir écouter et détecter un peu quand quelqu'un te raconte pas du bullshit, mais un petit peu, et sans faire passer des entretiens techniques non plus, c'est pas ce qu'on te demande. Mais du coup, tu as un peu cette capacité-là, et puis et en fait, c'est là où tu fais la différence entre quelqu'un qui aime bien parler de son métier ou pas, c'est de vulgariser en fait, parce que l'enjeu quand tu es consultant aussi, c'est pas d'arriver de dire à quelqu'un je vais te dérouler un modèle de forecast en black box qu'il va jamais pouvoir utiliser derrière sur ton petit notebook en Python. Bon, c'est ce qui était un peu, je caricature un peu, mais c'est ce qui était un peu le début du conseil en data science. J'ai connu ça.
Mais du coup, aussi essayer d'expliquer à ton client, du coup, aujourd'hui, un modèle de forecast, ça fonctionne comme ça. Voilà les outils qu'on va utiliser. Du coup, quand je vais mettre en prod, je vais plutôt aller sur ton environnement à toi. Viens, je vais t'expliquer ce que c'est Azure, qu'est-ce que c'est AWS. Et un peu, en fait, cette posture et que j'ai gardée un peu aujourd'hui, de toujours faire en sorte, quand moi, je m'explique quelque chose à moi-même, de l'expliquer comme si j'avais 5 ans. Et en fait, si je peux arriver à l'expliquer comme si j'avais 5 ans, je vais pouvoir traduire ça à quelqu'un qui est en face de moi, lui, ne sait pas ce que je fais, en fait. Donc, voilà. C'est hyper intéressant parce que c'est aussi un des éléments clés tant dans un rôle de consulting global que spécifiquement sur des métiers du produit. C'est cette posture basse, posture d'écoute, posture de se mettre à la place d'un utilisateur, de son équipe, etc. Plutôt que penser solution et te dire voici ce que je vais faire. Mais il y a quand même un élément que je trouve challengeant dans le parcours que tu as, c'est en effet sur le papier, sur le CV, il y a toujours ce moment où il faut que les gens se disent ok Banco, je te fais confiance, je travaille avec toi. Donc il y a créé ce lien de confiance qui est pas simple en fait. Une fois que tu es au contact des gens, etc., tu déploies ton arsenal de soft skills et c'est parti. Mais passer ce premier cut, cette première impression, ces idées préconçues qu'on peut se faire sur un background, sur une expertise, etc. Je trouve que ce gap à l'entrée est peut-être un des éléments les plus durs pour convaincre je suis la bonne personne avec qui travailler, etc. Après, au moment de ce switch-là, je pense que dans ma vie perso, j'ai quand même fait beaucoup de croix sur du temps perso, en fait. Du temps perso qui était beaucoup de temps parce qu'il y a eu quand même 6 mois où j'ai gardé 2 jobs, quand même. Mon job de RH, parce qu'il y avait quand même un commitment de pouvoir vraiment faire ça cleanement sur 6 mois et de pas, du coup, non plus quitter cette partie-là d'un coup. Il y avait aussi quand même le temps de effectivement prouver. Vraiment sur papier, personne n'aurait misé, je pense, un sou sur moi. Mais après, j'ai eu beaucoup. Mais même toi, même moi, j'aurais pas misé un sou sur moi, en fait, parce qu'en fait, on oublie aussi surtout quand j'ai démarré, quand tu démarres dans le conseil, il faut vendre un CV, en fait. Donc, comment tu vends un CV? Et c'est là, en fait, où il y a eu 2 personnes surtout qui n'ont pas en fait négligé totalement cette partie RH. En fait, à l'époque, on en parle un peu, aujourd'hui moins. Il y a eu une grosse hype autour de la RH Analytics à un moment donné. On en parle beaucoup moins aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais et du coup en fait ça a été un peu ça aussi l'angle d'attaque en disant en fait quand on recrute un consultant qui vient d'un métier, si on se positionne sur des Big Four qui vont rejoindre une practice sur un métier X, du coup on lui demande d'avoir une expertise métier, donc on est entré par là et puis pour la petite anecdote, j'avais aussi passé un entretien technique chez Comptmetric quand j'ai voulu switcher pour s'assurer qu'en fait je ne racontais pas n'importe quoi. Et je ne me souviens plus qui à l'époque me l'avait fait passer. Je ne pense pas. Ça ne m'a pas. Je suis désolée si cette personne écoute, mais c'est pas que ça ne m'avait pas marqué. Donc il y avait aussi ça. Et après, donc j'avais aussi suivi des cours et on en reviendra dessus à la fin. J'avais fait, qui n'était pas du tout ce qu'on demande quand on est PM Data ou Data Consultant, mais j'avais fait le cours d'Andrew Ng sur le machine learning. Ouais. En fait, ça te permet de voir déjà les 5 grands modèles et typologies de modèles de machine learning. Point important, quand tu cadres des cas d'usage et que tu n'es pas là avec ton data scientist et que tu vas proposer quelque chose à ton client, typiquement tu veux faire un forecast de vente et là tu dis oui, avec les données que j'ai à dispo c'est possible et ça marche comme ça et en fait tu sors de là, tu vas boucler avec ton data scientist, tu vas te dire en fait non, ça marche pas. Donc ça c'est la première chose qui m'a beaucoup aidé. Moi j'appelle ça un peu un bagage de culture générale data, ce qui n'est pas vraiment de la culture générale, parce que ça quand même reste assez spécifique. Donc ça te permet déjà de comprendre ce que c'est le machine learning. Ensuite on a parlé de beaucoup de data governance, il y a des livres qui existent, il y a des parcours de formation qui existent aujourd'hui pour les passer et pour pouvoir un peu comprendre comment ça marche. Moi, j'ai gardé cette casquette Colibra sur la gouvernance de la donnée parce qu'en fait, par le fil des choses, ça a été ma première mission. Ensuite, j'ai fait une autre mission pour un autre client qui était NJ et pareil, j'ai redéployé le même outil. Donc ça, pareil. Ça, du coup, je me suis un peu formée. La légitimité aussi se crée, tu peux... Exactement. Okay. Et puis le troisième truc, je ne sais pas si je l'avais fait au moment où j'ai démarré, mais en tout cas, je l'ai fait parce que je sais que ça existe toujours en Andrew NJ. D'ailleurs, Mine, ce qui est fait au-delà de Coursera, il a son propre site et pas mal de MOOC qui existent. Il avait sorti un MOOC très rapide à faire, qui est moins d'une dizaine d'heures, qui s'appelle AI for Everyone. Et donc ça permet pareil de vulgariser le même niveau qu'il faisait sur son cours de machine learning sans que tu codes, parce qu'en fait sur son premier cours tu avais ça. Et j'avais aussi passé les certifs en fait tout bonnement de PO. Le premier niveau de certif agile qui est pas très sexy comme ça, mais qui aide aussi un peu à avoir... Ouais, mais qui donne en fait, il y a un moment où il faut connecter tous ces éléments, tous ces environnements, tous ces backgrounds pour
que tu puisses les appliquer au quotidien. Okay. Exactement. Et après, je les ai pas cités, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que il y avait Tsvetina qui était mon ancienne manager chez Quantmetry, qui à l'époque s'était dit en soi, c'est une consultante junior, il y a une période d'essai comme tout le monde, soit ça match pas, mais soit si ça match pas, en l'occurrence, la renvoie pas chez moi parce que légalement dans le droit du travail c'était pas possible, mais elle retournera faire ce qu'elle était en train de faire. Et Martin Leloc, qui était du coup à l'époque directeur chez Quantmetry, qui l'est toujours d'ailleurs, qui se sont dit testons, voyons dans le grand bain comment ça se passe. Et ça s'était plutôt bien passé. C'est génial. Et en plus, ça me permet de rebondir sur quand on va aborder le côté skills nécessaires pour un data product manager. Du coup, tu as aussi été chercher des cours où t'implémenter des choses, où tu t'apprenais à coder un modèle de machine learning, etc., à en entraîner un. Et, parce qu'il y a un peu souvent cette question récurrente quand on bosse en tant que PM sur des sujets de data IA, à quel point est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans le détail. C'est pas forcément toi qui va être la personne qui va le faire in fine, mais comme tu disais, de l'avoir vécu un petit peu, comprendre un petit peu les murs qu'on peut se manger, j'imagine, ça permet de rentrer mieux en empathie avec un data scientist, de prendre poser les bonnes questions et bien structurer les sujets, c'est ça. C'est ça, et puis déjà comprendre ce qu'il fait, parce que il y a aussi c'est pas que c'était pas... moi, quand je démarre à travailler, c'était un métier obscur pour moi, donc en fait, même chez Quantmetry, dans le process de recrutement, on faisait passer les entretiens techniques à data scientists, j'y participais souvent, pas pour les évaluer, parce que vraiment, je n'ai absolument pas la compétence pour le faire, mais en fait, ça me permettait déjà de voir c'est quoi leur démarche de fonctionnement, qu'est-ce qui se passe quand tu as un dataset devant toi, comment tu le nettoies, comment tu choisis le modèle que tu veux faire, c'est quoi les outils qui sont à ta dispo, quand tu veux aller en prod, qu'est-ce que ça change de coder ton notebook sur ton ordi versus vraiment le mettre en lien avec tout le reste de ton environnement de production, du coup. On parle plus de la même chose, tu parles de données en temps réel. Donc ça permettait de comprendre ça. Après, personne ne m'a demandé de le faire. Moi, je l'ai fait parce que j'aime bien comprendre les outils auxquels je touche. Il y a des cours qui sont beaucoup moins compliqués aujourd'hui et je te renverrai le lien, comme ça tu les mettras. Mais du coup, en fait, je pense quand même que c'est important d'avoir un niveau 0 de connaissances. C'est quoi l'IA déjà de base aujourd'hui, ça englobe tout et n'importe quoi. C'est quoi les grands modèles? Et après, en fait, une fois qu'on a compris qu'il y a... Aujourd'hui, en vrai, quand tu regardes, c'est des cas d'usage, à peu près, on traite tous les mêmes cas d'usage. Une fois que tu as compris ça, c'est plus facile effectivement de savoir comment l'intégrer à ton produit déjà. Quel est le bon cas d'usage à aborder? Est-ce qu'il faut absolument faire de l'IA générative ou peut-être avant commencer par un truc plus facile, genre du NLP, tu vois? Ça te permet quand même de comprendre déjà ce que les personnes avec qui tu bosses font. Et même si on se positionne sur des trucs un peu plus classiques, des dev front-back, où tu t'intéresses un peu aux technos qu'ils font, parce que demain, si tu veux construire une interface avec utilisateur, c'est bien de savoir ce qu'il fait et comment ça se fait, plutôt que de venir lui dire alors je veux un bouton en live qui m'envoie des feux d'artifice. Il va te dire je peux pas en fait. Je sais pas s'il peut ou pas, mais c'est juste un exemple. Je veux un bouton qui envoie des feux d'artifice. Des feux d'artifice. Damien, faut qu'on fasse ça. Il est en train de dire j'ai perdu le contrôle. Ok, trop cool. Donc à ce moment-là, finalement, dans ta carrière, tu as quand même vu que tu vis dans un environnement qui baigne de collègues data, experts sur plein de sujets différents, t'acquiers cette culture data de plus en plus, data IA, avec les missions que tu fais sur la gouvernance, sur du cadrage de projets, etc. T'as ce côté... la partie direction de mission qui devient un petit peu aussi ce qu'on a petit à petit, l'émergence du rôle de PM puis de data PM. Et à ce moment-là, du coup, tu te dis, Banco, c'est ça que je veux faire data product manager, c'est ça le terme que tu avais en tête. C'est quoi le switch, le next step que tu t'envisageais? En fait, je pense qu'à ce moment-là, on parlait toujours pas vraiment en tant que tel de data product manager. Je pense que c'est arrivé sur le marché il y a un an et demi, je dirais. Ouais, vraiment. Donc à ce moment-là, on parlait toujours pas de ça, mais en fait, ce que j'avais compris en faisant ce que je faisais, que ce soit chez les clients ou même en allant à des meet-up, en regardant un peu ce que d'autres font, en fait, ce qui me faisait kiffer, en fait, in fine, sur l'émission, c'est de construire, on va dire, on n'appelait pas ça à l'époque un produit, mais c'est un produit qui est soit un produit qui va vivre sa vie tout seul, c'est rare, ou qui va aller s'intégrer chez des SI de clients. Typiquement, j'avais travaillé sur une mission avec une équipe, pas moi toute seule, sur du forecast de volume de vente. Ça allait s'intégrer dans des interfaces du coup de sales and operations chez le client. Mais en fait, l'enjeu de ce truc-là, c'était de dire je construis un produit qui me permet de faire un forecast qui prend en compte à l'époque, elle est rentrée
elle a lieu maintenant cette contrainte mise par l'Union européenne sur des volumes d'émissions de CO2. Ah oui. Donc en fait, on a quand même construit un modèle qui te permet de te dire attention, si tu dépasses cette volumétrie-là, amende. Donc en fait, je avais compris que la mécanique derrière, c'était ça qui me plaisait. Et en fait, ce que j'avais trouvé un peu frustrant pour des clients du coup dans le 440, c'est qu'en fait, la data, c'est un outil, mais ça reste pas le cœur de métier en fait. Là, typiquement, dans l'exemple que j'ai donné, on est allé s'intégrer dans un outil X qui existait, et en fait, le modèle a un peu continue de vivre sa vie là-dedans. Et en fait, en me posant la question, de me disant, mais en fait, qu'est-ce qui m'a fait kiffer dans cette démarche-là? Mais c'était vraiment de construire ce produit, c'est d'avoir des personnes en face de moi qui venaient, qui étaient des DAF, des mecs qui faisaient des ventes, des mecs du marketing, d'avoir ton équipe du coup de data scientist, dev, d'archi, qui se posent la question. Et en fait, c'était du coup de mettre tous ces gens-là. Je me souviens d'un atelier où il y avait une dizaine de personnes autour de la table, personne ne venait du même background. Et du coup, comment tu fais pour réconcilier tous ces gens-là, pour leur faire parler le même langage, pour leur faire comprendre. C'est bien, réconcilier. C'était on part de ce lapsus mais c'est un peu ça en fait. Et du coup ça je me suis dit ce qui se rapproche le plus de ça, c'est quand même de faire du produit, mais on n'en parlait pas encore comme on en parle aujourd'hui. Mais à ce moment-là le domaine du product management avait déjà bien émergé. Il y avait pas mal de littérature qui commençait à se créer, Exactement. etc. Et du coup, j'avais fait ma petite liste au Père Noël en me disant demain, s'il n'y avait pas de contraintes d'entretien dans la vie, où est-ce que tu irais bosser? Et dans les boîtes, moi, qui me font vraiment très rêver sur le produit, il y a Spotify. Vraiment, c'est d'ailleurs dans les trucs de veille que j'ai pas dit tout à l'heure, les blocs techniques des produits comme ça, c'est une mine d'or. Et en fait, en faisant Spotify, c'était un peu pas out of reach, mais en fait, je pense que c'est un peu comme le Père Noël, tu vois, t'as envie d'y croire, une fois que t'es dedans, t'as pas envie d'y aller parce que tu vas comprendre comment ça fonctionne et la magie va arrêter d'opérer. Mieux que ça reste. Exactement. Et du coup, on se rapprochait plus de modèles de boîtes qui sont plus comme de Fork, plutôt que des boîtes du coup du 440, pas qu'ils ne fassent pas de produits ou de la data, mais juste en fait, on est sur un fonctionnement qui est différent, parce qu'on a déjà une culture produit qui est établie, parce que ce qu'on vend, c'est un produit, c'est pas des petits pois au supermarché. Et aussi, il y a une culture tech du coup déjà, parce qu'en fait, ton app, si elle tombe, tu peux pas faire fonctionner ton business. Plutôt des boîtes tech qui ont ce mindset, adopter une organisation Exactement. Produit, une boîte tech à la base, parce que la partie tech data, c'est au cœur du réacteur. Exactement. Okay. Et plutôt que une boîte lambda, pas une boîte du 440 plutôt, où en fait la culture produit, on commence à en parler beaucoup aujourd'hui, mais du coup moins, en tout cas moins quelque chose qui m'aurait plu moi, vu que j'avais fait l'expérience chez des clients au monde du conseil. Et c'est là où la force du conseil est, ça te permet un peu aussi de procéder comme j'avais procédé par élimination sur mes études, en te disant c'est pas ça que j'ai envie de faire. Ok. Et donc te voilà chez The Fork. Exactement. Et donc petite particularité, donc tu les intègres en tant que... C'était le titre de Data Product Manager à ce moment-là? Je crois que je sais que Michael est sur le live, mais je crois que l'intitulé exact de mon poste c'était Data Solutions Product Owner. Ok. Donc encore un autre nom. Et j'étais une des premières du coup data PM à intégrer l'équipe. Il y avait au sein de l'équipe data. Au sein de l'équipe data. Ça, donc t'arrives dans l'équipe. Il y avait déjà des PM ailleurs, chez classiquement. Oui, voilà. Mais du coup, au sein de l'équipe data, au sens large, ou équipe data science, tu décris un petit peu le contexte dans lequel tu arrives. Alors, je suis arrivée dans une équipe qui existait depuis... Alors, on avait fait le Data Day de 2 ans à ce moment-là, donc qui existait depuis 2 ans chez The Fork. De mémoire, à l'époque, c'était une 40aine de personnes, un peu moins. Avec du coup une équipe data, et on va un peu rigoler sur ça, centralisée à l'époque. Donc multi-compétences confondues, pas de séparation par domaine. Dans les compétences qu'il y avait, qu'il y a toujours, ils ne sont pas partis, data science, data analyst, BI engineer, des data engineers et des data product analytics, vu qu'on a du coup une partie tracking où on utilise des outils du coup directement dans le produit, à la fois sur Google Analytics, Content Square, etc. Donc vraiment des personnes expertes pour accompagner les PM sur cette partie-là. Okay. Donc même dans le product analytics, c'était côté data. Exactement. Okay. Donc équipe data centrale, avec toutes ces compétences-là. Je pense que quand une équipe data grossit, les demandes grossissent avec, sauf qu'en fait l'équipe ne pourra jamais faire la taille de la boîte, parce que si je mets en exergue chez The Fork, on est sur quelques centaines de personnes du côté des équipes métiers versus quelques personnes côté équipe data. Donc une équipe quand même qui grossit, et au moment où je suis arrivée, ils étaient en train de repenser leur gars, donc de passer d'un domaine, d'une organisation multi-ouverte, pas vraiment de spécialisation par domaine du coup, à une organisation qui a repris en fait comme ils sont organisés côté product, c'est-à-dire
pour ceux qui connaissent, on connaît très bien la partie B2C de TheFork, qui est l'appli qui nous permet de réserver des restaurants en ligne. Une autre partie B2B que nous, on ne voit forcément pas, qui est qu'on fournit un logiciel de gestion pour les restaurateurs. Ça peut être en marque blanche ou du coup avec notre patte dessus. Il y a toute une partie du coup qu'on appelle supply chez nous, qui est la partie aussi générer des leads. C'est ce qui nous ramène de l'argent aujourd'hui. Donc du coup, Mirware est cette première organisation-là. Moi, je suis arrivée sur la partie B2C, avec du coup, dans cette équipe-là, 2 domaines leads, du coup, le manager data science et la manager data product analytics, donc Anne-Cécile et Adrien. Et dans cette équipe-là, on a récupéré à peu près toutes les compétences, sauf la compétence data engineer qu'on avait gardée du coup à l'époque, assez transverse, exprès, je pense, parce que du coup, on est parti du principe que la plateforme, elle reste plutôt globale. Donc on arrive dans une orga qui existait, qui changeait aussi un peu. Donc qui dit change, dit déjà un rôle je pense il y avait une PO côté plateforme quand je suis arrivée, mais qui était vraiment dédiée au data engineer. Il n'y avait pas forcément d'interaction avec les autres équipes, les autres membres de l'équipe. Et donc un nouveau rôle. Je pense que quand je suis arrivée, je pense que le rôle était plus perçu comme, on va dire, un PO classique, c'est-à-dire très ticket, recueil de besoins. Facilitateur, je te fais la partie ticketing, je te mets les boards comme il faut, parce que ça devient un peu... J'ai des demandes de partout, je deviens un peu goulot étranglement, donc j'ai besoin d'aide. Voilà, donc il y avait ça. Et après, du coup, que fait cette personne? Parce que du coup, donc après moi, il y a un PM BI qui est arrivé et une PM sur la partie B2B supply, du coup. Et en fait, donc, comme des process à mettre en place, une orga pas claire ni pour les équipes métiers, du coup, qui disent encore une personne, ils ont perçu que c'est encore une personne en plus qui va nous mettre des délais pas possibles, alors que déjà nos tickets prennent trop de temps. Donc vraiment, contexte comme ça. On est arrivé... je suis arrivée et du coup, je dirais comme ça a pris... j'ai remis ma casquette de consultant, sans le dire à mes collègues, bien sûr. Mais je l'ai remise un peu, du coup, une phase quand même d'observation, de comprendre un peu les enjeux de chacun, qui se plaint de quoi. Typiquement, un des moments où je suis arrivée, un des pain points, c'était on n'a pas de visibilité sur les ETA qui sont donnés sur les projets data. En fait, un ticket arrive, des fois il y a de la com dessus, des fois il n'y en a pas. Mais du coup, il manquait un peu cette partie plus communication. On revient toujours à la même chose. Communication de ce que font les gens avec les deadlines, ça va être livré quand. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai beaucoup été sur plutôt des sujets, on va dire, marketing, dashboarding, BI. Et en fait, j'ai récupéré la partie data science un petit peu après. Mais du coup, qui dit dashboarding, BI, analyse, c'est pas du tout la même temporalité du coup de projet que des projets data science ou des projets de produits comme ce que je peux voir aujourd'hui côté feature, côté product, tout simplement. Et donc tu arrives dans un contexte où il y a, je pense, une incompréhension grandissante sur côté métier, de plus en plus de demandes auprès des équipes data. L'équipe data elle devient un peu goulot d'étranglement, qui ne sait plus où donner la tête, on priorise comme on peut. Il y a des sujets qu'on peut délivrer assez rapidement, d'autres ça prend naturellement beaucoup plus de temps, mais ils ne savent pas pourquoi. Et donc tu arrives pour démêler un petit peu tout ça et déjà donner une sorte de la visibilité. Une priorisation des sujets. Une sorte de roadmap, une sorte de du coup d'aider Adrien et Cécile à communiquer sur ça, aider les équipes aussi à un filtre quand même comme ce qu'un PM fait en fait finalement côté si je me remets à ton max product sur ton recueil de besoins, je design ma feature du coup pour le coup une analyse, un dashboard, etc. Je fais ce triptyque là côté métier en disant là ça prendra tant de temps parce qu'en fait vous côté marketing vous êtes 50, sauf qu'en fait moi j'ai 2 analystes du coup qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a eu toute une partie du coup de mise en place de process, de rituels côté data. Du coup, on avait un premier rituel entre domaine lead PO, ensuite un autre rituel entre les 3 domaines lead plus le CDO plus les autres PO globaux pour pouvoir du coup arbitrer. Et puis d'autres rituels avec les équipes métiers en disant du coup ça c'est notre roadmap, qu'est-ce que vous priorisez parmi ça? Et du coup, fun fact où le produit est venu un peu là-dedans, on a mis en place du coup une méthode de priorisation qui est le REST, qui est du coup plutôt une méthode utilisée côté feature, côté produit, qui permet un peu pour ceux qui ne savent pas, qui permet d'analyser en fait le reach d'une feature, donc combien de personnes elle va servir, son impact, est-ce qu'on parle d'un impact qui va vraiment révolutionner la boîte ou pas, combien de temps de l'effort du coup nécessaire pour le faire. Et du coup, on a essayé de rappliquer ça côté data en disant du coup, en fait, si ton analyse est consultée par une personne versus une analyse qui va servir pour une feature dans le produit, en fait, le reach, il n'est pas pareil. Donc, en fait, ça nous permettait déjà d'avoir un peu plus d'arguments en leur disant, en fait, écoutez, il y a un score là qui est là. Qu'est-ce qu'on fait du coup de ça?
Pas une méthode parfaite, mais du coup, déjà, ça permettait... L'avantage de la transparence et de la clarté de scoring. Okay. Exactement. Et du coup, après, c'était... et la partie datation, ça arrivait en fait un peu plus tard. C'est du coup moi qui ai un peu exprimé l'envie du coup, de revenir sur ces sujets-là. Et c'est arrivé un peu petit à petit via des sujets. Chez Defork, côté data science, on bosse beaucoup sur la recommandation, donc c'est arrivé via ça. Et l'année dernière, en fait l'été dernier, c'est là où ça a été un peu pris plus de place du coup dans mon quotidien. On a eu une task force un peu dédiée qu'on a appelée sur un... C'est vraiment cross-projet, on n'avait pas de feature en tête, il y avait des idées qui ont émergé. Et en fait, on s'était dit, en termes de boîte, on s'était dit que ce serait bien d'avoir du focus de X personnes, product, data, marketing, sur un laps de temps, donc c'était quasiment tout l'été, pour mettre en priorité des features et les sortir. Donc côté data, ça voulait dire, du coup, on arrêtait un peu ce système de priorisation-là et on avait des personnes qui étaient dédiées dans un focus de temps pour livrer des features. Et du coup, ce qui est sorti de ça, vous pouvez le voir sur l'appli, il y a le top 100, qui est du coup une classification de nos restos. Et ça, du coup, ça a été un effort joint entre, du coup, pour le coup, de l'analyse et du coup, la team produit, qui pour la petite anecdote et l'équipe dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et du coup, un autre projet plus, on va dire plus data science que celui-là, qui est du coup un résumé du coup de nos reviews. Et du coup, ça pareil, vous pouvez le voir sur l'appli aujourd'hui, qui est de la Gen AI, qui regarde tous nos reviews et qui te sort les pros plutôt, pas les cons d'un resto, pour savoir c'est quoi les qualités qu'il peut avoir. Donc du coup, on a testé du coup d'avoir une orga pendant l'été de gens vraiment dédiés de tout type de compétences pour sortir une feature dédiée. Et tout n'était pas rose parce que c'était quand même sur un laps de temps court. L'été, il y a l'été, donc les gens sont en vacances. Mais du coup, ça a permis aussi de voir que mélanger des compétences, c'était un truc qui pouvait marcher bien. Enfin, quand ça marchait. Ok, donc vous commencez vraiment à tester ce côté squad, feature team, un peu cross expertise, parce que évidemment, quand on veut déployer une nouvelle feature dans une appli, il n'y a pas que le monde de la data, il n'y a pas que le monde du front-end, il n'y a pas que le monde du produit, alors que c'était globalement assez séparé à ce moment-là. Exactement. Ok. À ce moment-là, du coup, au sein de tes PM, POPM, tu mets le titre que tu veux, au sein de l'équipe data, tu commences à toucher à des sujets aussi data science, on n'est pas sur les mêmes temporalités aussi. Qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là? Tu m'as parlé de RISE, est-ce qu'il y a d'autres méthodos, rituels, etc. que tu as dû mettre en place ou adapter par rapport au monde de PM classique sur ces sujets data? PM classique, je dirais non, mais en tout cas, la particularité de l'équipe data science, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ça a toujours été une équipe on a du coup directement bossé avec le produit. Dans le sens où du coup, je me souviens à l'époque, Safwan et Yasmine, ils étaient intégrés directement dans les SU de l'équipe recommandation. Du coup, ça facilitait un peu plus la communication entre eux, parce que en termes de proximité, déjà, c'est vraiment tout bête, mais ça aide à ce que les gens se parlent régulièrement. Et du coup, il y avait moins cette frustration-là qui pouvait s'installer. C'est un premier truc. Après, truc vraiment spécifique, non. Mais à ce moment-là, on parlait aussi beaucoup de data product. Donc ça n'a échappé à personne depuis... le mot-clé. Clé depuis bientôt, depuis 2 ans maintenant. Et en fait, pour la petite anecdote, on parlait de veille tout à l'heure. Guillaume, du coup, qui était l'ancien CDO de Defork, nous avait droppé sur nos bureaux le fameux livre sur le data mesh en lecture. Donc, on commençait à parler de ça. Et en fait, un des trucs qu'on s'est inspiré, et je ne sais pas si dans l'orga d'aujourd'hui, ils le font encore, l'équipe data science ou pas, mais c'est un article qui est sorti, je pense, il y a 1 an, qui était le Canva du data product. Donc, il permettait du coup d'avoir une base de documentation high level dans un premier temps, mais moi je l'ai utilisé du coup ce truc-là pour pouvoir vraiment construire une documentation derrière en se disant tu as une slide qui te permet un peu de voir en overview c'est quoi ton data product, est-ce que c'est un modèle algorithmique, est-ce que c'est un dashboard, qu'est-ce que c'est exactement, et du coup prendre ça du coup en base de documentation. Et en fait on n'a pas eu le temps d'aller plus loin parce qu'en fait il y a eu une autre réorg au sein de l'équipe data qui est arrivée à la fin de l'année dernière, où du coup on est repassé à un système pas d'équipe data centrale, plutôt une équipe data qui est intégrée à différentes équipes. Ouais. Et donc, ce côté un petit peu miroirer l'organisation des équipes produits en fonction des différents domaines. Exactement. Il y a une question que je me pose, et je pense qu'au final, beaucoup de gens se posent cette question, c'est est-ce c'est nécessaire d'avoir un PM dédié à une équipe data ou sur des sous-ensembles d'équipe data, sachant que tu as déjà une équipe produit, une orga produit à un autre endroit de l'entreprise. Est-ce que
dans le contexte où tu étais, ça te semblait nécessaire, et on reviendra après sur le fait que maintenant tu es dans l'autre équipe, de l'autre côté du mur, mais à ce moment-là, est-ce que ça faisait vraiment sens d'avoir un PM dédié à l'équipe data? Et la question annexe, c'était quoi ta relation avec l'équipe produit au final? Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, je pense que ce rôle est arrivé, je pense, du coup, avec Nassim et Shaima aussi. Je pense qu'on est arrivé aussi à un moment donné où, tu l'as dit tout à l'heure, il y avait un goulot d'étranglement. Donc, ça a été vraiment vu comme le premier, et du coup, ce qui est vraiment le taf d'un PM, en fait, c'est arriver et lisser la communication, c'est-à-dire avoir vraiment un endroit central où à peu près les demandes rentrent, et avoir aussi une personne en face à qui parler. Parce qu'en fait, quand tu es par exemple sur... Je vais prendre un exemple qui m'avait pas mal occupé quand j'étais côté data. On construit en fait de la donnée, des attributs, ce qu'on appelle des attributs pour l'outil CRM. Donc en fait, eux, ils ont besoin de ces données-là pour pouvoir personnaliser leur campagne. C'est de la construction un peu très personnalisée en fait, qui va passer par des cas d'usage que le CRM va nous fournir. On va essayer d'analyser si c'est pertinent ou pas. Ça passe côté BI ensuite, qui vont regarder est-ce qu'on a les données pour pouvoir construire ça aujourd'hui. Après, ensuite, ça passe côté data engineer, donc plateforme, pour pouvoir industrialiser ça. Et donc, in fine, on construit data product. Et du coup, imagine demain une équipe métier qui devrait aller voir unitairement un à un ces personnes-là en disant « Mais du coup, on en est où sur mon... » Donc, en fait, ça a permis un peu de centraliser cette partie-là, de cadrer, en fait, finalement, parce que tu construis data product aujourd'hui, du coup, d'avoir une personne qui est un peu un PM de ces data products-là. Donc, si on drive ce côté... Enfin, si on le portrait plutôt comme ça, ce rôle-là, oui, c'est utile. Ensuite, si c'est plus avoir quelqu'un qui va juste, entre guillemets, trier des tickets ou un rôle plus classique de PO, je pense que ça reste utile parce qu'en fait, ça permet aussi d'éviter certaines situations de frustration ou de non-communication. Mais, in fine, ça reste de l'approche produit, en fait. Que tu sois PO-PM, soit tu construis une roadmap, une vision produit, donc une vision data sur ton outil CRM, qu'est-ce qu'on va livrer, etc. Sur ton sur ton produit de recommandation, qu'est-ce qu'on fait, etc. Soit tu es côté produit, effectivement, et dans ce cas-là, tu vas plutôt travailler sur le produit, mais de temps en temps, tu vas aussi construire tes produits data, en fait. Ok. Du coup, ça me permet de te demander, c'est quoi la définition d'un produit data chez The Fork? Pardon de te poser cette question. Parce que tu m'as parlé du Canva, etc. On est plutôt sur de la data technique et comment je la pense comme un produit. Est-ce que, du coup... La reco, c'est un produit à part entière. Ou alors c'est encore un vaste sujet ouvert chez vous. Parce que je sais qu'en tout cas, la question au sens large dans la communauté data et produits se pose. Il y a beaucoup de questionnements et de divergences sur ce qu'on définit. En fait, nous, en ce moment, il y a on peut appeler ça une task force au niveau de la boîte qui est montée, qui est en charge de cette partie data transformation. Il y a plusieurs streams qui existent dans cette task force-là. Dont un stream qui est responsable justement de définir qu'est-ce qu'on met dans la data product aujourd'hui. Ou ces différentes typologies en tout cas. Et ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que c'est des gens qui viennent d'un peu partout. Donc la personne qui lit ça vient de l'équipe data en partenariat avec quelqu'un qui est du coup de l'équipe engineering. Tel qu'on l'a défini aujourd'hui, nous on a défini 2 niveaux. On a défini effectivement un niveau plutôt data as a product, comme tout le monde en parle. Plutôt du coup, c'est de mettre à dispo des données, de la data, qui va te permettre de construire un peu plus loin des data products, qui peuvent donc être soit un data product tout seul, donc un algo de recommandation, soit qui peut être un data product composé de lui-même des data products, comme ce qu'on a pu avoir sur notre outil CRM, parce que du coup, c'est un data product parce qu'il est globalement géré par de la data, mais dedans, du coup, on met de la recommandation parce que du coup, sur certains mails qu'on va envoyer, il y a de la personnalisation dedans, mais on va aussi avoir des attributs qui vont nous permettre de calculer. Du coup, toi, tu fais partie, par exemple, je sais pas, je vais peut-être donner personnelles, je ne les connais pas, mais je donne un exemple. Disclaimer. Tu fais peut-être partie d'un segment client chez nous qu'on appelle Lover, et du coup, ça, c'est calculé parce qu'on sait que tu as eu plusieurs ex-bookings. Donc, mon gros data product, ça va être mon outil CRM. Dedans, je vais avoir des algos, je vais avoir du coup des datasets sur des bookings, je vais avoir... Donc, on a défini 2 niveaux. C'est toujours en cours de travail parce qu'on a aussi, on est en train de revoir pareil notre archidata, plein d'autres projets en parallèle. Mais ça, c'est un peu les 2 niveaux de définition qu'on s'est donnés aujourd'hui. Et alors du coup, ça me permet de faire un peu la transition à où est-ce que tu en es aujourd'hui, parce que tu as fait un switch. Maintenant, tu es PM côté, rattaché à l'équipe produit, ça. Mais toutes les définitions que tu me donnes, ça
ça a du sens quand tu viens d'un background data, ça te parle, ok, la reco, les datasets, etc. Comment c'est perçu par quelqu'un qui vient pas de ce background data en tant que PM ou de manière générale dans les différents domaines métiers, il y a vraiment ce côté, faut mettre en place une sorte de culture data product. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Parce que en tant que PM du site, d'un front-end, etc., la data est souvent vue un peu comme un by product. Tu veux des logs, je t'envoie les logs et fais-en ce que tu veux. Donc, comment c'est perçu un peu cette transformation autour de positionner la data plus proche du produit et toi, du coup, avec un background plutôt orienté data, comment tu t'es perçu ou comment tu interagis avec les autres PM qui viennent pas de ce monde-là? J'espère bien. Non, peut-être pour juste... donc, notre équipe data, du coup, n'est plus centrale. Elle est redivisée en 3 parties. On a une partie, du coup, qui est côté... qu'on va appeler Business Analytics Team, qui va regrouper la partie Analyst BI, donc qui, eux, sont partis d'un côté. Les data engineers qui sont partis côté plateforme, donc ils sont réintégrés dans une équipe engineering aujourd'hui. Il y a toujours la data platform qui existe, mais du coup ils sont plus proches en fait des engineers, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis du coup la data science et moi qui sommes partis côté produit dans une tribe qui a été créée, un peu une tribe test du coup, qui s'appelle Data Enlightenment. Dans cette tribe-là, il y a les équipes data science, on est 2 PM du coup sur des scopes différents, et des software engineers avec une volonté du coup de les faire monter en compétences sur certaines tâches aujourd'hui sur lesquelles on peut être où la data peut être un goulot d'étranglement plutôt. Et ce switch-là a un peu fait du sens parce que sur la fin de l'année dernière, les projets sur lesquels je travaillais, il y avait un peu de data science dedans, même si c'est plus tout mon quotidien. Plus du tout quasiment que mon quotidien aujourd'hui. J'en fais encore un peu, mais là j'ai plus, on va dire, un rôle dans mon scope plutôt de PM, et j'ai remis une casquette de PM classique. Après, par rapport à un PM qui va plutôt être sur des customer facing teams, moi je suis plutôt sur l'équipe du coup recommandation, donc la stack de reco plutôt technique, la partie search, mais du coup pareil, toujours la stack technique de la search, et notre système de ranking, mais toujours la partie technique. Donc moi mon taf au quotidien et du coup c'est là où la data est importante, va plutôt du coup être de travailler vraiment sur les mécanismes qu'on va mettre en place. In fine, je vais livrer des features qui vont être pour les customer facing teams. En revanche, la mécanique du coup de notre système de ranking aujourd'hui, on est en train de la repenser avec Adrien justement autour du learning to rank. Du coup, on va retrouver des modèles de machine learning. On va retrouver du coup un triptyque. Du coup, en ce moment, on travaille avec un engineering manager, un manager data science et moi pour un peu définir ce premier niveau-là, qui va ensuite passer côté dev. Et du coup, la particularité de mon équipe aujourd'hui, c'est que des devs back du coup pour le coup. D'accord. Donc moins du coup cette partie d'A/B test à gérer, de discovery pure et dure avec des user research, etc. Mais quand même un lien du coup avec les PM qui font ça. Et je pense que, et puis je le vois en fait aujourd'hui, c'est que on oublie on a beaucoup de connaissances qui sont dans nos têtes dans nos têtes parce que des fois dans notre quotidien on n'a pas forcément le temps de documenter, etc. C'est pas bien ce que je vais te dire, mais du coup il y a beaucoup de connaissances qui sont dans ma tête aussi, et du coup je vois aussi un peu l'avantage aujourd'hui de passer par l'équipe data. Et puis donc il y a sur ça, et puis le deuxième point, c'est qu'en fait je sais aussi comment fonctionne l'équipe data, c'est-à-dire que quand je vais leur demander de faire quelque chose, je peux aussi anticiper aujourd'hui de savoir en fait quand tu vas demander un dataset à un data engineer, c'est pas en claquement d'un doigt que ça va se passer. Donc en fait j'ai un peu en tête la complexité que c'est sans vraiment savoir le faire parce que c'est pas mon taf non plus, mais donc ça aide aussi un peu à prioriser, à construire une roadmap, à dire attention aujourd'hui ça peut être un truc qui en fait vous avez mis que ça va prendre une semaine, mais en fait non, parce que du coup ingérer de la donnée, il faut qu'ils aillent la retrouver, si elle est clean ou pas clean, si on a un bug dessus, vous la voulez en temps réel, c'est pas la même mécanique que si c'est en batch. Donc c'est toujours avoir du coup toujours cette culture d'attaque qui sert au quotidien, et puis surtout savoir aujourd'hui tout le monde parle d'IA dans le produit, tout le monde a envie de faire des features avec l'IA, mais du coup déjà ça fait du sens, et puis du coup comment on les met en place. Donc c'est là où un peu la casquette de PM, et je fais pas de discovery classique dans le sens où je vais pas lire des user research, mais tu as quand même une partie discovery qui va être de la veille. Du coup j'ai pris l'exemple aujourd'hui, les sujets sur lesquels on travaille c'est le ranking, du coup beaucoup de veille, je sais déjà un peu m'orienter moi-même, à me dire du coup les gros acteurs font ça, c'est un peu plus facile à appréhender. Je ne sais pas si c'est ce qui fait que je suis un peu différente de mes autres PM. Non, typiquement, parce que du coup, mon manager, qui est un PM au niveau groupe, typiquement, il est hyper à l'aise avec SQL, il sait aller taper des requêtes, il fait des analyses de son côté. Et pour moi, c'est ça qui va être un peu le futur d'un PM. C'est-à-dire que
les équipes data, elles n'ont plus autant les moyens qu'avant. En fait, on n'ouvre plus les vannes. Fini l'argent facile, allez-y, faites des choses avec la donnée. Donc, du coup, une fois qu'on s'est dit ça, en fait, faut aujourd'hui savoir, faut plus être dans cette posture de dire, non, c'est l'équipe data qui sait. Alors, elle sait, ils resteront toujours experts, et en fait, c'est aussi de leur faciliter le travail, parce que, un des trucs que j'ai retenu, c'est qu'en fait, les gens dans la data sont experts sur des sujets de data. Ils ont peut-être pas envie de faire des trucs qui n'ont rien à voir avec leur métier, comme je prends mon exemple, si tu vas me filer un truc qui n'a rien à voir avec mon taf au quotidien, je pourrais le faire 1-2 fois, mais en fait, ça va un peu me frustrer de ne pas faire de tâches là où je peux avoir une valeur ajoutée. Donc en fait, pour moi, ça va être la vraie valeur ajoutée des futurs PM en tout cas, c'est de vraiment pouvoir aller mettre le nez dans la donnée et pouvoir se construire une première base d'analyse sans que ce soit complet, parce que c'est pas ce qu'on leur demande, mais juste de pouvoir valider des hypothèses. Typiquement, si tu veux sortir une feature aujourd'hui sans avoir regardé ton reach vraiment et sans avoir analysé un peu ton audience et du coup savoir comment ça a marché, moi je pense que c'est pas un truc qui pourrait fonctionner plus tard. Et au final, tu as quand même du coup acquis ces dernières années un background solide de culture data, IA, mis un peu même plus qu'un peu les mains dedans, donc tu as cette compréhension de ces éléments-là, alors que demain j'ai l'impression que n'importe quel produit va devoir incorporer une certaine manière de l'IA, n'importe quel PM va devoir incorporer des skills data IA à son arc. Qu'est-ce que tu recommandes à ces personnes-là de faire? Ça peut être un petit peu déroutant quand ça fait, je sais pas, 5-10 ans que je fais du product management, que je gère des apps, des sites, je ne sais quoi, et que d'un seul coup, j'ai mon CEO qui me dit moi je veux de l'IA partout dans mes produits en fait, parce que c'est comme ça qu'ils font à côté. Déjà, il faut démêler le vrai du faux là-dedans, mais ça peut être un petit peu déroutant, ou en tout cas vertigineux devant l'amplitude des sujets. Comment tu vois cette chose-là? Je vois l'avantage du coup de ton background en tant que PM, mais du coup en tant que PM plus classique, comment est-ce qu'on entre dans ces sujets-là et on démêle finalement le vrai du faux, et par quoi je commence? En fait, je pense qu'il y a une démarche assez classique à avoir, qui est déjà de regarder dans quel secteur je suis et c'est quoi mon domaine d'expertise aujourd'hui. En tant que PM, on a toujours une affinité sur des sujets en particulier. Si on est un PM front sur du web, déjà, j'ai déjà un peu dessiné mon secteur, surtout quand je suis un peu PM senior, et que j'ai déjà fait mes armes, on va dire, sur mon quotidien. Après, sur l'IA, effectivement, déjà, il faut démêler le vrai du faux. Et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, on a tous des produits qui intègrent de l'IA depuis des années autour de nous. Que ce soit Spotify, que ce soit Netflix, que ce soit Airbnb, des trucs un peu des trucs, on parle de Deezer, l'IA elle est partout depuis quelques années. Donc déjà, moi mon premier réflexe, et je vais reciter mon exemple de ranking, j'ai pas réinventé la roue en tant que PM, je suis juste allé regarder en faisant ma discovery à moi qui était que font mes copains à côté sur le ranking en fait. Donc déjà identifier mon domaine d'expertise et mon sujet sur lequel j'ai envie de monter en compétence. Pas besoin de se former sur tous les trop long mots, de façon, l'IA. Et puis de toute façon ça va trop vite. Donc aujourd'hui on parle de GenAI et de ChatGPT et de Mistral. L'année prochaine, qu'est-ce qui va sortir comme modèle, on ne sait pas. En revanche, la mécanique derrière restera toujours la même. Les grands modèles de data, on ne va pas les réinventer sur l'IA. On fait toujours de la recommandation depuis des années. On fait toujours on parle de DA générative, mais les DA génératives, on utilise depuis des années. En fait, c'est pas là ce qui a été un peu nouveau avec ChatGPT ou Mistral, c'est qu'on a mis une interface, et ça c'est du produit, une interface qui te permet d'utiliser par tout le monde. Donc déjà, se former sur les basiques, donc toujours cette culture générale data, et puis choisir 2-3 personnes à suivre sur LinkedIn. J'ai parlé de Charlotte tout à l'heure sur la partie gouvernance de la donnée, mais de Product Crow, en l'occurrence, font de très très bons meet-up orientés IA. Ils en ont fait un il n'y a pas très longtemps avec Brut sur la force de l'IA sur leurs produits. Et en fait, aller regarder un peu ce que les copains qui sont pas dans la concurrence, mais pas loin, ce qu'ils font. Moi, typiquement, il y a un blog que je regarde qui est un concurrent de Fork qui s'appelle Zomato, c'est en Asie. Du coup, ils ont un blog technique qui sortent des articles sur leur partie data science, sur les produits qui vont sortir, sur les features. Donc déjà, prendre ce réflexe de faire de la veille. Et puis, tu as quand même des tendances dans la data. L'année dernière, on parlait beaucoup de data product, on en parle toujours cette année. Cette année, on va beaucoup parler de DA générative. Moi, il y a une newsletter que j'ai découverte, je ne sais plus comment, qui s'appelle Mozabyte, qui est très bien, parce qu'en fait, en un clin d'œil, tu as un résumé un peu... Bon, c'est pas toujours focus GenAI, mais tu as une partie product dedans qui est en tant que product PM, ou qu'est-ce que je peux utiliser comme outil IA en plus aujourd'hui. En fait, c'est très cool comme newsletter, tu as toujours un résumé sur un sujet précis, tu peux aller lire l'article après si tu veux. Donc ça, typiquement, vu que la tendance est autour de ça, bam, newsletter, bon, tu ne deviendras pas expert sur le sujet, mais ça t'aidera déjà à d'y voir un peu plus clair. Ok. Parce qu'au final, il y a
bon, comme je disais, ça paraît vertigineux quand on vient pas de ce monde-là, et il y a aussi le côté de plus en plus de sujets d'IA sont presque à prendre sur étagère. Tu te connectes à une API, c'est déjà pré-entraîné, et c'est presque du back-end finalement, tu l'utilises tel quel. Bon, faut avoir un petit peu l'intuition statistique derrière, mais il y a des sujets qui nécessitent vraiment l'expertise data science, l'équipe data, etc., qui va et dont la temporalité sera pas exactement la même. Donc il y a un petit peu ce background-là à aller acquérir. Est-ce que ça t'a donné des convictions, toi, sur une équipe type produit, engineering, data science, enfin peut-être par rapport aux enseignements que vous avez sur votre orga aujourd'hui, mais de manière générale, il y a des typologies d'équipes ou d'orgas qui ça te paraît plus adapté en fonction du contexte? Alors, on a très peu de recul. Notre orga actuelle, en tant qu'on l'a dans Data Enlightenment, on est en train de la tester depuis février, donc c'est quand même très récent. En revanche, là où je vois un net avantage, c'est que sur un de nos projets, on a vraiment le triptyque de connaissances au même endroit. Data science, PM, les devs, l'engineering manager, enfin on est vraiment tous au même endroit. Mine de rien, on s'est aligné aussi sur nos manières de travailler. C'était la data science avait un peu l'habitude de travailler d'une autre manière, qui n'était pas du coup dans ce qui se passait côté produit, parce qu'en fait avant, là où ils livraient leur modèle, et il n'y avait pas toute cette partie d'A/B test typiquement à gérer. Là, sur un de nos projets, on va devoir mettre du tracking en place. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça a super bien marché. Ils sont intégrés dans la méthode de travail produit. Côté engineering aussi, ils ont rempli les tag analysis. Ils sont entrés un peu dans leur rituel de travail. Ça fonctionne. Parce qu'en fait, du coup, on a adopté c'est pas vraiment démocratique, parce qu'on a adopté l'orga qui a la plus large méthode, on va dire. Mais ça fonctionne bien. Sur d'autres projets où on a moins du coup les personnes intégrées dans l'équipe, où tu es moins responsable de leur backlog, un truc tout bête, où ils sont pas focus sur un sujet précis qui est du coup ce qu'on doit livrer en termes de features à la fin de notre cycle, c'est plus compliqué à gérer. Et puis un truc sur lequel peut-être une conviction personnelle, pour le moment, typiquement côté data et côté produit, on n'a pas les mêmes cycles de développement. Nous, on est sur des cycles de 2 mois. Pour le moment, côté data, mais ça risquera de changer, ils sont sur des cycles d'une roadmap de, je crois, 2 ou entre 3 et 4 mois, ce qui est sûr. Et ils fonctionnent par sprint de 2 semaines sur des tickets, du coup, pour pouvoir prioriser, on va dire, des tickets entre eux. Du coup, en fait, pour moi, ça peut fonctionner un certain temps, mais on va retrouver les mêmes problèmes qu'on avait avant, parce qu'en fait, quand tu as 2 équipes qui bossent à 2 temporalités pareilles, oui, il y a un moment où il faut rattraper la locomotive. Et surtout quand tu as des dépendances fortes, et c'est pas parce qu'on a réintégré les équipes data dans des équipes métiers que les dépendances vont se terminer, en fait, et que du coup, et c'est pas pour autant qu'il y a des experts data partout. L'équipe data reste experte dans ce qu'elle fait, et donc il y a des choses qu'elle ne pourra jamais déléguer à quelqu'un d'autre, parce que c'est leur métier, en fait, finalement. Donc il y a aussi quand même ça à garder en tête, et aussi, la data, pour le moment, même si, on va dire, ça fait une dizaine d'années que tout le monde en fait, ça reste quand même un truc où très peu de personnes aujourd'hui ont cette expertise-là. Et du coup, il y a quand même, je pense, et là, on commence un peu à l'expérimenter chez Defork, il y a quand même une partie d'acculturation aussi. Tu l'as très bien dit, quand t'es PM et qu'on te parle d'intégrer l'IA dans ton produit, pourquoi faire, du coup? Donc tu as un peu cette partie-là, et puis même si je prends l'exemple des software engineers, du coup nous on leur demande maintenant par exemple sur certaines tâches de prendre en main du DBT, d'aller mettre le nez dans Airflow, du coup faut les former aussi, et puis leur dire de ne pas faire n'importe quoi, garder quand même des instances de gouvernance centralisées qui resteront chez l'équipe data, et ça on leur enlèvera pas ça. Mais voilà, ça c'est un peu mes convictions, pas fortes, mais en fait j'en reviens à un exemple que je donnais tout à l'heure. En fait, si tu ne mets pas tout le monde autour de la table, ça ne peut pas fonctionner. Donc, tu ne peux pas non plus te demander à des gens de travailler sur des projets communs sans leur dire, essayez de trouver des processus communs pour fonctionner, en fait. Ouais, puis il y avait un petit peu... après, je poserai ma dernière question. Il y avait un petit peu, initialement, dans des organisations plus orientées produits, ce fameux triptyque product, design, engineering, et puis à data, coucou, je suis là. Et au final, il faut créer ce trio, ce quatuor by design, parce que c'est comme ça que tu vas te poser les bonnes questions sur les bonnes données à intégrer, sur les bons use cases à prioriser, les bons sujets à cadrer. Exactement. Et donc c'est un petit peu le switch d'un point de vue... on n'est pas obligé de péter toute l'orga, mais même d'un point de vue communication et rapprochement, créer une culture commune finalement. Exactement. Mais je crois que c'était sur un de vos meet-ups d'ailleurs, je crois que c'était Dailymotion qui avait fait un rack sur le Recommender System. Et en fait, ce qu'ils avaient mis en avant, c'était ça, c'est qu'en fait, finalement, ils ont mis des gens autour de la table. Déjà, s'aligner sur la métrique que je veux optimiser et quel impact business ça a, c'était... Ça aide. C'est pas magique, mais ça aide.
Dernière question, parce qu'on arrive, ça fait déjà presque une heure qu'on papote. On t'a déjà cité quelques-unes, et voilà, par rapport à tout ton background, tu as dû te former sur la data, sur le produit data, etc. Est-ce que du coup, tu as d'autres éléments de veille, de formation, de personnes à suivre que tu souhaites ajouter, recommander ? Je crois que je l'ai dit, mais les meet-ups de Product True sont super qualitatifs. Ouais. Vous, déjà, je pense que toi, François, Imaya, globalement, il y a quand même du contenu assez quali et assez varié, qu'on soit côté tech ou côté plus product ou même côté business. Je pense que cibler déjà 3-4 sujets qui nous intéressent, parce que vraiment l'IA, data et le product, c'est très large. Et du coup, suivre ces 3-4 personnes qui partagent quand même, toi si je me jette un coup d'œil sur ton LinkedIn, tu partages énormément de contenu déjà. Donc déjà, si je me cible sur ça, ça fait déjà un bon début pour commencer. J'ai cité Charlotte tout à l'heure, mais c'est très orienté data governance, donc si ça vous intéresse, vous pouvez la suivre. J'en ai pas du tout parlé parce que je suis désolée, je n'ai jamais retenu son nom de famille, mais c'est Victor qui a plutôt, on va dire, une casquette PM grand groupe en ce moment. Et pareil, c'est super intéressant d'avoir son approche sur les sujets. Il partage énormément de contenu. Je le dis et je le redis, en fait, il ne faut pas réinventer la roue sur certaines choses. Les blogs des gros, ça marche trop bien. Spotify, sur la recommandation, vraiment, c'est les maîtres là-dessus. Donc voilà, Airbnb partage énormément de leur package open source aussi. Donc si on veut aller un peu farfouiller les blogs comme ça. Et puis Medium, c'est pas trop mal fait parce qu'en fait, une fois qu'il a spoté un peu ce que tu aimes bien, et que tu es abonné, tu vois, tu as des recommandations d'articles qui sont super intéressants. Si tu veux être PM et aller un peu plus loin sur les sujets de data science, il y a Towards Data Science qui est très bien. Donc on va dire plutôt sur le contenu gratuit. Je ne l'ai pas cité, mais DataGen, vraiment, déjà à eux seuls, il y a des choses à aller voir là-dedans. Robin. Oui. Et puis sur la partie product, moi j'ai commencé une formation là qui est sur Reforge sur la partie product management pure, parce qu'en fait je sais que j'ai encore des lacunes là-dessus. Je ne master pas la discovery, j'ai encore quelques lacunes sur certaines méthodos, donc je continue à me former là-dessus. Un des livres que j'avais lu l'année dernière et que j'avais du coup un peu repris pour l'équipe data, c'était Discovery Discipline. Ouais. Un classique vraiment, parce que sur la méthode focus, ça te permet un peu d'établir tes jalons de projet, d'avoir ta roadmap sans aller dans le détail, de te fixer des objectifs et de dire ce qui est actionnable ou pas. Et puis je leur dis, si on veut démarrer en tant que PM, AI for Everyone de Andrew Ng, c'est vraiment pas mal. Et puis après, si on est vraiment aventureux, il y a deux MOOCs sur Coursera. Donc il y a celui d'Andrew Ng, mais il y a aussi Math for Data Science que j'avais fait, qui te permettait un peu de comprendre c'est quoi les mathématiques qu'il y avait derrière les modèles, parce que moi, j'avais pas fait de bac S et du coup, j'avoue, j'ai fait un peu quelques lacunes là-dessus. Et oui, ça permet de rentrer un peu dans la tête de cet être mystérieux qu'est le data scientist. Exactement, c'est black box. Que se passe-t-il? Que fait-il sur ces petits notebooks? Donc, non, mais plus, en fait, déjà, ça fait déjà pas mal. Et puis, tu as des certifs aussi à passer. Enfin, quand tu commences à mettre le nez dans le cloud, AWS propose des premiers niveaux de certification qui sont super intéressants. Moi, j'avais fait celle d'Azure, du coup, à l'époque. Mais voilà, ça, déjà, ça te permet. Il y a GCP qui font pareil. Et il y a du contenu très qualitatif sur GCP, justement, sur tout ce qui est un peu basique d'IA, IA générative, etc., qui est pas mal intéressant à suivre aussi. C'est super. On mettra les liens dans toutes les descriptions. Maya, on arrive sur la fin. Je pourrais encore rester des heures, mais il faut qu'on libère nos hôtes. Un grand merci pour tout ton partage. Et je pense que ton background, ton parcours, de comment est-ce que tu es arrivé à ce rôle aujourd'hui est hyper inspirant. Ça permet aussi de se dire que il n'y a clairement pas une seule voie et on est sur un domaine qui reste encore très balbutiant, très jeune, donc il y a plein de voies pour y parvenir, et je pense que si on se revoit dans un an ou deux, il aura déjà complètement changé. Donc je pense que ça apporte énormément de recul et de pistes aussi d'amélioration, donc je suis vraiment content que tu nous aies partagé ton expérience. Je suis contente que tu m'as proposé de venir, merci beaucoup. Et on se revoit très bientôt pour les suites de tes aventures. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci à tous et bon après-midi. On se retrouve pour des prochaines interviews dans les prochaines semaines. Bon après-midi.